Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fika. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fika. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Parler de la sexualité avec ses enfants, c'est leur apprendre à être maîtres de leur corps et les protéger. La sexualité fait partie intégrante de la vie. Elle participe à l'épanouissement de tout être humain. Elle nous accompagne de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Et elle se vit au quotidien à travers le corps, l'estime et la confiance que l'on porte à soi-même. Elle ne peut et ne doit pas être un sujet à part. La santé sexuelle intègre totalement la santé. Il s'agit d'un bien-être dans sa vision globale, dont l'un de ses piliers est l'éducation à la sexualité. L'accompagnement à la sexualité commence donc dès la naissance, car cette dernière participe à son développement, au développement global de l'enfant et harmonieux de ce dernier. À l'heure où la parole et l'écoute devraient se libérer sur la question des violences sexuelles faites aux enfants, tentant de répondre à la question de savoir comment parler de sexualité à ses enfants et surtout comment les protéger. Avec Madame Pauline Mathim, qui est juriste, spécialiste de la santé de reproduction et présidente de l'association Femmes et Enfants, nous allons donc aborder cette question essentielle. Le temps pour moi de l'introduire dans ce programme. Madame Pauline Mathim, bienvenue dans notre studio de ABK Radio et merci d'être des nôtres ce jour. Bonsoir Madame, bonsoir à tous vos fidèles auditeurs, parce que je sais qu'ABK Radio, c'est une radio qui est très, très suivie. Tout à fait. Franchement, je suis fière de faire mon entrée en ces lieux aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes très ravis. Vous voyez, oui, le décor, ravis, tout est magnifique. C'est vraiment magnifique, le décor est beau. Les présentateurs et les techniciens sont beaux et belles. Hein? Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Voilà pour cette émission, donc Sidonie Fika, que je suis derrière ce micro de présentation, et William Choualak assure la mise en onde de ce programme de Fina Family. Oh, no, 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 no. General Alphabet Records. Mais pourquoi la vie était si compliquée? J'ai seulement aimé, vraiment. Je n'ai pas tué quelqu'un. Anita, mon amour d'enfance. Fille de prédicateur, d'une bonne morale. Elle m'a dit pas de sexe avant le mariage et on vivait comme ça. Pour notre amour, j'étais prêt à suivre ses pas jusqu'à la gare. Mais l'amour de la chance et la belle vie l'ont consommé, elle a changé. Oh, Anita n'est plus la même. Anita, méfie-toi des gens, je l'ai dit. Et n'oublie pas d'où tu viens. Oh, Anita n'est plus la même. T'es Camille, oh, Anita. One day you go cry, oh, Anita, oh.
tellement elle est partie. Elle m'a blessé. Mais ce qui est marrant, c'est que si elle revient, je vais toujours l'accepter. Parce que je l'ai aimée inconditionnellement. Mon amour pour elle durera éternellement. Après quelques années, je l'ai vue pour voir ce qu'elle est devenue. Oh, Anita n'est plus la même. Anita porte une grossesse de 6 mois. Elle sait même pas qui l'a enceinté. Oh, Anita n'est plus la même. C'est Camille, oh, Anita. One day you go cry, oh, Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. Le dehors est mauvais, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Chérie, personne n'est parfait, je reste à tes côtés. Malgré ma douleur, je reste à tes côtés. Parce que choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. C'est pas ici que je vais te lâcher. Oh, 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 Anita. Make you know the kind of Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. One day you go better, oh, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Merci William Tchoualak pour ce choix musical qui nous plonge dans le vif de cette émission Fina Family. Édition de ce jour qui s'intéresse à une question essentielle, comment parler de la sexualité avec les enfants en famille et même comment les protéger de certaines agressions sexuelles. Madame Pauline Matim est présidente donc de l'association Femmes et Enfants et avec elle tout de suite nous allons démarrer en lui posant la toute première question. Madame Pauline Matim, qu'est-ce qu'on entend par sexualité lorsqu'on parle de ce sujet avec un enfant? Je vous remercie déjà pour le point de vue, l'overview, c'est-à-dire que l'aperçu de la question que vous avez donnée en prélude à cette émission. Oui. Et vous avez vraiment mis le pied dans le plat et vous avez éradiquer franchement la mauvaise compréhension que nous avons généralement de la sexualité. Les gens confondent beaucoup et ramènent la sexualité à la génitalité. Or, vous avez parlé de la sexualité en tant que personnalité, épanouissement de l'homme. Et c'est ça, justement, la sexualité. La sexualité, c'est tout notre être. C'est notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de parler, de manger, de marcher, de réfléchir, de réagir face aux situations. C'est tout ça qui rentre dans la sexualité. Ce n'est pas qu'une question de sexe. Non, ce n'est pas qu'une question de l'appareil génital. Oui, oui. Pour être plus précis. Pour être plus précis. Ce n'est pas une affaire parce que le génital, en fait, c'est le côté animal de l'homme. Côté animal, la génitalité. Donc, l'homme animal. Donc, quand on fait introduire la sexualité, ça veut dire, ça c'est déjà l'homme intelligent. C'est-à-dire quelqu'un qui a tous ses sens, qui est capable de discerner. Oui. Voilà, c'est à ce moment qu'on parle de sexualité. Et cette sexualité doit justement s'épanouir en ce sens que nous la traînerons toute notre vie. Tout à fait. Elle ne s'arrête pas à un certain niveau. Oui. On est... Vous allez voir, chez l'enfant, il y a le stade anal, le stade oral, le stade ceci, le stade cela. Ça va intervenir dans toute notre vie. On ne va pas vivre sans sexualité, on va vivre avec notre sexualité. Et c'est pour cela qu'une sexualité varie de vous à moi, d'une personne à une autre. Et chaque personne est unique en son genre et elle a une sexualité
qui lui est propre. Et quelles peuvent être les différentes variantes de sexualité qu'on peut avoir d'un individu en autre? Un exemple? Non, ça c'est un peu difficile. Ce sont des choses très très personnelles. Oui. Ce sont des privautés. Oui. C'est chacun qui la vit. C'est pour ça que de plus en plus on parle d'orientation sexuelle. Oui. Chacun vit en son fort intérieur. Et c'est des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut même pas catégoriser, parce qu'il y a d'abord multiplicité des êtres humains. À chaque être vivant correspond une sexualité bien déterminée. Ce n'est donc pas évident de se mettre à citer tout ce qui existe sur Terre. Madame Pauline Maxime, Oui. à partir de quel âge est-ce qu'on peut parler de la sexualité aux enfants? À partir de quel âge on enseigne la sexualité aux enfants? En principe, il n'y a pas d'âge. Franchement, il n'y a pas d'âge. Ce qui est recommandé, c'est d'être proche de l'enfant et de suivre son évolution. L'enfant est fonction de son contexte socio-évolutif, il est fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il mange, de ce qu'il écoute, de ce qu'il lit, de ce qu'il entend. Tout ça, ça rentre dedans. Alors, il y a une personne qui doit jouer les catalyseurs. Et cette personne, ce sont les parents. Alors, l'enfant a besoin des informations et on doit les lui donner. Éviter souvent de prêcher par les interdits. On ne dit pas ci, on ne dit pas ça. L'idéal, justement, c'est de la mener vers la réalité. Une réalité qui est fonction de son âge et de son niveau de compréhension. Vous comprenez? Oui. On ne va pas se mettre peut-être à parler je sais pas, de testicules à un enfant qui n'a pas encore le sens des mots. Non. Mais bon, il y a des familles où on appelle le sexe de l'enfant la famille. On appelle ding, c'est-à-dire que chaque famille donne un nom, mais ça doit être fonction de l'âge de l'enfant. Parce que dernièrement, il y a un enfant qui m'a dit, maman Pauline, pendant longtemps, ma maman m'a dit qu'on appelait le sexe la famille. Et puis un ami à l'école m'a dit que non, c'est pas la famille, c'est zizi. Vous voyez, à un certain niveau, il ne dira plus zizi, il dira jusqu'à ce qu'il puisse acquérir le mot définitif qui est le pénis, qui est le vagin. Et c'est des mots qu'il ne faut pas occulter. C'est recommandé de trouver un nom correspondant en fonction de son âge. Oui. Qu'il peut, parfois même, ce que je conseille, c'est de le laisser prononcer le mot. Et à partir de là, vous apprenez avec lui ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on a dit dans les Donc, c'est dessins un tort animés. pour prendre le cas de cet enfant qui appelait son sexe famille, d'attribuer ce type de nom au sexe. On devrait dire quoi, par exemple? C'est son éducation que sa maman Oui, lui a qu'est-ce qu'on donnée. aurait pu lui donner comme éducation? Qu'est-ce qu'on aurait pu lui dire? En fait, pour les enfants, on appelle ça les parties privées. Oh, Les parties d'accord. privées. Oui. Oui, ce sont des parties privées que personne ne doit toucher en dehors de toi. Oui. Voilà. Mais maintenant, dans le cadre familial, la maman peut donner le nom en langue. Oui. Voilà, le papa peut donner le nom en langue. On peut donner n'importe quel nom, mais qui va rappeler à l'enfant qu'il s'agit de telle chose. Tout Mais à fait. nous, en éducation, on conseille de citer d'abord quelles sont les parties, de toucher les parties privées, leurs parties privées que personne ne doit toucher en dehors d'eux. Et il est recommandé parfois à la maman qui lave son enfant à un certain âge de le laisser lui-même laver ses parties sexuelles-là, ne pas y toucher. Et ça fait que ça va vraiment aider à comprendre dans les cas d'agression sexuelle. C'est valable pour quel âge, par exemple? À partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans? Au trop jusqu'à 5 ans. Hein. Ah oui. À parce partir que de 5 ans, vous pouvez permettre à votre enfant de se laver, non, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, oui. d'accord. De se laver lui-même ses parties. Vous faites le gros, mais au moment de faire sa toilette intime, vous pouvez même le respecter, faire semblant de vous cacher, mais veillez à ce qu'il le fasse, à ce qu'il le lave. Voilà. Merci donc pour cette précision. Vous savez que c'est pas du tout évident lorsqu'on parle des sexualités avec les enfants et les parents. C'est un sujet carrément tabou. Madame Pauline Maxime, comment apprendre à un enfant le respect de son propre corps et de celui de l'autre? Déjà en faisant ce que je venais de vous dire, ne pas toucher. Oui. Et surtout en 6e,
Oui. avec l'avènement, parce qu'en 6e, généralement, nous sommes en phase pré-pubertaire Tout à fait. chez beaucoup d'enfants. Oui. Alors, qu'est-ce que les enfants font? Les enfants, je vois surtout les petits garçons, ils ont déjà des choses qu'ils vivent en eux. Ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Alors, ils vont dire, par exemple, que nous allons faire le test de celui qui a le plus gros sexe, par exemple. Oui. Ils vont tracer une ligne, ils vont se mettre là-bas. Et celui qui aura un pipi qui va aller plus loin, ils vont déduire que c'est lui qui a le plus gros sexe. Ils vont passer le temps à s'admirer, Oui. à se regarder, mais il ne faut pas toucher. Et c'est là-bas qu'il faut commencer cette éducation. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut réveiller. Tout à Avec fait. les questions d'orientation sexuelle, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement qui ils sont, parce que surtout qu'à la puberté, les seins, aussi bien chez le garçon que chez la fille, démangent. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est à un certain moment que les garçons vont savoir que, tiens, voilà le sexe qui est en train de se développer en moi. Mais autant les filles, autant chez les garçons, les seins démangent. Alors, ça peut créer des confusions. Donc, évitez surtout dans les vestiaires, quand les enfants vont se changer pour aller au sport, par exemple. Ou bien, chez la jeune fille, vous verrez les comparaisons. Oui. Ah, j'aimerais avoir des seins comme elle, ou j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir... Il faut surtout éviter de se toucher. Et c'est par là qu'on apprend le respect de son corps. Ne me touchez pas et je ne vous toucherai pas. Vous avez parlé de cette période de la puberté. Généralement, nous avons des enfants qui aujourd'hui peuvent très vite se développer lorsqu'ils sont dans les classes du cours moyen 2. Et peut-être l'enfant est le seul qui est en classe ou la seule, parce que ça arrive, c'est plus visible chez les filles. Elle a déjà développé une bonne poitrine. Et puis... elle a encore des camarades qui sont toutes naïves, qui n'ont pas la même morphologie qu'elle, les mêmes développements qu'elle. Et parfois, à ce moment-là, le parent est un peu comme débordé par les événements. L'enfant même a du mal à s'intégrer dans cet environnement. Comment est-ce que le parent peut s'y prendre à ce moment-là pour amener sa fille à avoir confiance en elle? En effet, ce sont des questions que nous rencontrons très souvent dans le cadre de l'écoute, où l'enfant vient nous parler et qui est mal à l'aise dans sa peau. Mais très souvent, qu'est-ce qui est fait? Nous expliquons aux enfants, à partir d'une certaine image, parce que nous travaillons beaucoup avec les images. On montre papa, on montre maman, on montre la demi-graine de bébé de papa. J'espère que vous comprenez ce que c'est. Demi-graine. La demi-graine de bébé de papa, la demi-graine de bébé de maman. Et ces deux demi-graines-là, la demi-graine de bébé de papa, c'est ce qu'on appelle spermatozoïde. Mais en 6e, nous ne dirons pas spermatozoïde. On dira demi-graine de bébé de papa. C'est trop tôt pour eux? Oui. De parler de spermatozoïde. Ils connaissent le mot, mais il vaut mieux que cela vienne d'eux. Mais pour les éducatrices, pour le parent, c'est le mot qu'il faut utiliser. S'il dit, c'est ça qu'on appelle tel, à ce moment-là, il vous donne le feu vert pour parler de spermatozoïdes. Mais tant qu'il ne connaît pas, effectivement, quand vous arrivez dans une salle de classe, le milieu est disparate. Oui. Chaque enfant sort d'un milieu différent. Il y a des choses que vous dites, il y en a qui peuvent se perdre complètement, tout comme il y en a qui sont déjà très avancés. Alors, à ce moment, vous avez la photo du papa avec sa demi-graine de bébé dessinée en bas, la photo de maman avec sa demi-graine de bébé dessinée en bas, qui n'est autre que l'ovule. Et vous montrez que la fusion de cet ovule, c'est ça qui va faire le bébé. Et ce bébé, est-ce qu'il est papa? Non. Est-ce qu'il est maman? Non. Il est toi. Donc, tu es unique en ton genre. Tu n'es ni papa, ni maman. Tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère. Tu es toi. Et toi, c'est avec toutes tes caractéristiques naturelles que tu es né. Tu n'es pas forcément l'autre. Il faut que l'enfant comprenne cette notion d'unicité. C'est très important. Parce que vous allez voir de plus en plus, les enfants m'ont dit que la plus jeune mère du monde a 8 ans. Oui. Tout est fonction de quoi? Cette puberté précoce. Ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié peut-être au make-up, ça peut être lié au vernis. Il y a tellement de facteurs qui rentrent dans le développement de l'enfant. Alors, quand on a dit à l'enfant, non, tu es toi, vraiment qu'on amène l'enfant à s'accepter tel qu'il est. Parce que quel que soit
ce qu'il va prendre comme résolution, je ne mange plus, je suis fâché, ça ne changera pas sa nature. En fait, il s'agit de montrer que chaque personne est unique. Voilà. C'est comme ça qu'on résout généralement ce genre de problème. Et donc, Madame Pauline Mathim, dans les écoles également ont un rôle à jouer en ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants. En effet, un très très grand rôle. Mais moi, de par mon expérience, je propose que l'éducation sexuelle soit enlevée des curricula scolaires. C'est-à-dire que ce soit des causeries éducatives. Parce que nous nous connaissons dans le système francophone, n'est-ce pas? Nous bûchons pour passer. Nous bûchons pour passer nos examens. Tout à fait. Ici, il s'agit d'une éducation intégrale, d'une formation intégrale. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction quand vous avez dit cette sexualité, on la traînera jusqu'à la fin de nos jours. Vies. Et cela fait donc qu'il faut comprendre que c'est la formation humaine. Les enfants doivent intégrer. Chacun doit vivre cette éducation sexuelle en se mettant au centre de la formation. Il ne s'agit pas de « oh, je vais bûcher ça ». De citer les parties peut-être d'un appareil génital masculin ou féminin. Non, il s'agit d'intégrer que moi, lui, il peut avoir sa puberté à 12 ans. Moi, j'ai eu la mienne à 8 ans. Il y en a qui auront leur puberté à 17 ans. Chacun est unique. Donc, voilà vraiment ce que je peux dire par rapport à cette question. Oui. Donc, que ce ne soit pas les enseignants qui parlent de sexualité avec les enfants. Qu'ils parlent, mais hors curricula. C'est-à-dire que ce n'est pas une matière telle qu'on va composer là-dessus. Ça va venir à l'examen. À ce moment, les enfants bûchent pour passer. Mais on parle en tant que causerie éducative. On échange, surtout. On n'incrimine pas. On ne juge personne. On reçoit les questions. On n'applaudit pas. On ne se moque pas. Et pour éviter ce genre de choses, généralement, quand je suis en séance de sensibilisation, je préfère que les enfants écrivent leurs questions anonymes. Alors, quand je lis la question, elle devient pour toutes. On ne dit pas que c'est Sidonie, c'est William, c'est X. Voilà. C'est comme ça que nous procédons. Donc, pour moi, c'est important d'en parler, mais il faut respecter, il faut l'enlever du curricula et former des professionnels qui pourront aborder ce genre de questions avec les enfants hors examen. Parce que beaucoup ont dit, c'est pas la peine de venir leur parler de ça, ils voient ça en SVT, justement, mais ils bûchent pour passer. On a demandé une fois, j'ai été convoquée une fois dans un collège parce qu'on avait demandé quel était le cycle normal, le cycle de menstruation normal chez la jeune fille. Et la jeune fille a triché à côté. Le garçon avait écrit 30, elle aussi a écrit 30. Pour moi, ça a été un échec parce qu'elle n'avait pas compris la leçon. Vous comprenez? Au-delà des chiffres, il fallait expliquer. Il y a les cycles courts, il y a les cycles longs, il y a ceci, il y a cela. Et vous voyez, au niveau de nos villages, par exemple, la période des menstruations, on dit la lune. Elle voit la lune. Voilà comment c'est pratique, c'est concret. C'est comme ça que nos parents désignaient les menstruations, la lune. Mais aujourd'hui, ça crée une confusion dans la tête des parents et les enfants ne connaissent pas faire une différence entre le cycle menstruel et la durée des règles. Donc, ce sont des questions assez fondamentales qu'il faut aborder avec la jeune fille et même le jeune garçon pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe chez l'autre. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire pour cette question. Madame Pauline Mathim, je rappelle que vous êtes spécialiste de la santé de reproduction. Vous êtes également président de l'association Femmes et Enfants et vous êtes l'invité de Fina Family aujourd'hui. On aborde une question essentielle, comment parler de sexualité avec les enfants en famille et comment les protéger également. Faut-il des mots différents de ceux connus et utilisés par les adultes pour aborder la question de la sexualité avec les enfants? Oh oui, il faut vraiment des mots parce que l'éducation sexuelle, elle est progressive. Elle est progressive. Vous n'allez pas de but en blanc vous jeter dans des grandes démonstrations. Il faut toujours tenir compte de l'âge de l'enfant. C'est très important parce que les enfants, ils ont leur univers et ils ont leurs mots. Utilisons leurs mots. Mais à partir du moment où ils vont apprendre à lire, à comprendre et à vivre
Vous comprenez? Et à vivre, c'est-à-dire que quand ils auront les changements pubertaires, imaginez-vous quand la jeune fille voit ses premières règles. Pourquoi a-t-elle peur? Parce on ne l'a pas préparée. Il n'y a pas que la fille qui a peur, hein, même le parent a peur. Même le parent a peur. Oui. Mais pourquoi avoir peur? J'ai une jeune fille qui m'a raconté une histoire. Elle est étudiante à l'université de Boya. Elle me dit, elle a eu le bac à 16 ans. Oui. Et elle devait aller à l'université. Sa mère et elle ont préparé le trousseau. Et peut-être 2 semaines avant son départ, sa mère dit, j'ai quelque chose à te dire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? Et chaque fois, elle dit, maman, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Non, on va parler le soir. Non, on va parler. Et puis un jour, elle dit à sa mère, écoute, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu n'arrives pas à me dire. La maman lui dit, je vais te parler des règles. La fille dit, mais comment tu me parles de ça à quel moment? Ça fait 2 ans que j'ai mes règles. Maman n'était pas au courant. N'était pas au courant. Vous voyez, je pense que pour éviter beaucoup de choses, il vaut mieux en parler. Il faut briser le silence en famille et en parler. Parce que si vous ne le faites pas, la rue va se charger de le faire, d'éduquer la fille et de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire avec tout ce que ça comporte comme risque. Voilà. Vous comprenez? Oui. On lui a appris à balayer, on lui a appris à faire la cuisine, à faire une omelette, à faire son lit. Mais on ne la prépare pas à rentrer dans le monde des adultes. Et le lui apprendre suppose qu'il y a des choses qu'on va lui dire. Et non seulement ça va briser tout ce qu'il y a comme tabou autour de la sexualité, mais ça va nous rapprocher de l'enfant. Parce que dès que l'enfant va apporter des écrits, voilà ce que nous avons vu à l'école, la maman, c'est parce que je t'ai envoyé faire à l'école. Ça, c'est des choses qui bloquent l'enfant. Oui. Ça la bloque. Une jeune fille, j'ai eu à la suivre, ça fait longtemps. La jeune fille vient me voir. Elle avait l'apparence d'une fille de 11 ans. Puis je lui dis, mais tu es très jeune pour connaître ce genre de questions. Elle me dit non. Je lui dis, tu as quel âge? Elle me dit 18 ans. Je dis, ben non. Attends, tu n'as même pas elle n'avait rien de développé. Puis je lui dis, raconte-moi ton histoire. Elle me dit, j'ai eu mes premières règles à 11 ans. Je suis allée dire à ma maman que j'avais mes règles. Et ma maman a réagi en disant, comme tu es une fille très sale, tu vas tout nous salir dans cette maison. Maintenant que tu as tes règles. C'était ça la réaction de maman. La maman. Ça l'a bloquée. Carrément. Elle ne sait plus développer rien. Je suis allée voir un psychologue dans une institution. Je lui ai posé le problème parce qu'aucun psychologue ne voulait travailler pour rien. Oui. Le psychologue a dit, d'accord, je vais la suivre. Alors, à force séance continuelle, séance sur 6 mois. Et puis un jour, boum, tout est redevenu dans l'ordre. Vous voyez que c'est des moments très, très délicats. Tout à fait. De plus en plus, l'âge, il y a des jeunes filles qui rentrent même dans les relations sexuelles sans avoir eu leurs règles. Hein. Ah non, sans avoir eu leurs règles. J'étais dans un établissement dernièrement, il y a de cela 2 ans. Oui. J'ai demandé... J'ai dit, j'ai levé le doigt comme ça. J'ai dit, quelles sont celles qui connaissent déjà les hommes ici? J'ai levé le doigt. Tout le monde a levé le doigt, même celles que je prenais pour des petites filles. Et puis j'ai dit, toi aussi? Elle dit, mais la mère, je ne suis pas une femme. Elle devait avoir 11 ans. Oh là là. Bon, Madame Pauline Mathim, oui. On va marquer une petite pause. Hein. On revient pour écouter ces histoires si intéressantes. Hein. On marque juste une pause et on revient après. Avec les nouvelles offres Internet de MTN, profite de forfaits généreux et adaptés à tes besoins pour surfer comme tu veux. Tape étoile 157 dièse et surfe à volonté. Alors, on fait quoi aujourd'hui? ABK Radio. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher.
Madame Pauline Mathim, on revient à vous. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous êtes entrée dans une salle de classe et vous vous êtes rendu compte que même la plus petite des filles avait déjà une relation particulière avec un homme. C'était quoi? C'est juste des flirts ou bien c'est une relation sexuelle normale? Normale. Et elle n'avait même pas... Et lorsqu'elles réagissent en disant « Est-ce que je ne suis pas une femme ?» comment est-ce que ça peut se percevoir et se comprendre? Je ne dramatise pas. Oui. Je ne dramatise pas a priori, mais après je l'appelle. Et ce jour-là, justement, elle était très surprise que je lui parle des règles, je lui parle de ceci. Elle me disait qu'elle n'avait jamais eu ses règles. Mais surprise, pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais eu ses règles. Oui. Voilà. Et là, c'est ce jour-là qu'elle découvrait. Et pourtant, elle était déjà en activité sexuelle depuis 1 ou 2 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Et pour revenir sur le cas de cette fille âgée de 18 ans qui n'était pas développée, donc le jour où elle rencontre sa maman, le jour où elle discute avec sa maman et qu'elle lui parle de l'arrivée de cette toute première règle et que sa maman réagit comme elle a fait, donc les règles se sont arrêtées brusquement. Dans le mois qui suivait, elle n'a plus jamais vu ses règles jusqu'à l'âge de 18 ans. Justement. Et laissant... Oui. Après un travail fou. Pourquoi? Parce que c'est le système pratiquement qui a été bloqué. Oui. Elle ne savait même pas ce que c'était que les règles. Vous savez, qu'est-ce qui amène la petite fille à dire à sa mère qu'elle a des règles? Oh, a priori, elle culpabilise. J'ai dit, mais vous culpabilisez pourquoi? Alors qu'intérieurement, vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Alors, elle doit d'abord utiliser tous ses slips. Elle doit se protéger avec tous ses slips. Oui. Elle va les laver. C'est quand elle n'a plus rien pour se protéger qu'elle est obligée d'aller voir sa mère. Et quand elle le fait, elle croit que c'est quelque chose de passager. Oui. Puisqu'elle n'est pas préparée. Oui. Elle ne sait pas que ce sera comme ça jusqu'à peut-être l'âge de la ménopause. Oui. Elle ne sait pas. Oui. Alors voilà le premier contact, maman, depuis 3 jours, depuis 2 jours, je vois du sang. Quand je regarde mon slip, je vois du sang. Parfois le matin, je me lève, ça a mouillé le drap, je me presse de laver et tout. Et la maman lui dit, maintenant que tu as tes règles et comme tu es très sale, tu vas tout nous salir. Voilà la première réaction. Oui. Et ça l'a bloqué. Oui. Ça a bloqué le système. C'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est arrivé. Et c'est un seul cas comme ça que j'ai rencontré dans ma vie. Mais toujours est-il que quand je la revois 6 mois plus tard, je ne la reconnais pas. Oui. Tellement il y a eu le boom. Une métamorphose totale, oui. Et tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci pour cette jeune fille. C'est dire que les parents ont beaucoup de boulot. Hein. Il faudrait... Les parents ont beaucoup de boulot. Il leur faut beaucoup être de aussi patience. éduqués. Il faut, malheureusement, ils ne vont pas beaucoup vers l'information. Quand nous aimerions vraiment organiser l'école du parent, comment aborder les questions de sexualité. Peut-être aujourd'hui, avec les rencontres en ligne, ils viendront, mais généralement en présentiel, ils ne viennent pas. Pas par fausse pudeur, mais parce que le contexte ne le leur permet pas. On accuse les parents d'être des chercheurs d'argent, mais vous-même regardez, nous ne sommes plus au village. En ville, il faut tout payer. Tout à fait. Et il faut supporter, c'est-à-dire que la famille doit pouvoir générer de l'argent. Et très souvent, c'est au détriment de l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais seulement, je pense qu'il faut passer l'essentiel avec un enfant, c'est pas le temps quantitatif qu'on passe avec lui, c'est un temps qualitatif. Je suis avec toi pour 1 heure, mais en 1 heure on peut causer et puis ne rien laisser passer. Tout à fait. Que tout soit objet de discussion. Voilà. J'ai rien. Beaucoup de gens condamnent les séries, Moi, j'ai rien contre les séries parce que ce sont des points de discussion, ce sont des points de départ. Et toi, Sidonie, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Il ne faut pas rester et dire que moi, les choses comme ça, on ne peut pas me faire ça. Non, on ne regarde pas ça chez moi, par exemple. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de profiter de cet espace qui nous est donné. Tout nous parle. Il y a une femme qui me dit, mes enfants ne peuvent plus regarder telle chaîne parce que là, on a vu des gens homosexuels, des gens se sont embrassés et tout. Mais je dis, ce n'est pas la solution. Mais il faut pouvoir
qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui vivent de ça? Parce qu'il y a plein d'enfants qui écrivent. Ils disent, moi, voilà ce que je vis à l'école, voilà. Celui que j'ai eu dernièrement en date, il me dit, on m'a chassé. Chaque fois que je vais dans un quartier avec ma maman, on nous chasse parce que moi, j'ai des abus sexuels sur des enfants. Enfin, je caresse les enfants, je fais... Bref, ils bavardent comme ça. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que les échanges se passent via téléphone. C'est compliqué. Hein? Et là, qu'est-ce qui pourrait le pousser à avoir cette déformation, ce penchant pour les enfants? Méfions-nous toujours de ce que nous accueillons chez nous. Vous comprenez? Oui. Oui. Il a dû voir, il a peut-être été victime de la part d'un voisin, d'un cousin, d'un frère, d'un ami, d'un oncle. Oui. Rien n'est à négliger. Oui. Rien n'est à négliger. Il faut être éveillé. Surtout que c'est tellement tabou le sexe que les enfants parfois ont peur. Et puis, qu'est-ce que les prédateurs leur disent? Si tu vas dire, on ne va pas te croire. Tout à fait. Si tu dis, je vais te tuer. Tout à fait. Si tu dis, tes parents vont mourir. C'est ce que tous les parents font avec leurs enfants. Même tel fait ça. On raconte n'importe quoi. Donc, il nous appartient justement de briser tous ces ondits qui tournent autour du sexe et dire aux enfants, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un te touche ici, que quelqu'un te touche là-bas. Ici, ça t'appartient. Et quand ça ne va pas, il faut briser le silence. Or, briser le silence aussi, ce n'est pas du tout évident. Parce que le prédateur vous a déjà dit que si tu vas dire, on ne va pas te croire. Tout à fait. Voilà. Et pendant ce temps, c'est des gens qui portent des grosses blessures. Ces enfants portent beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances en leur fort intérieur. Donc, il faut faire quelque chose pour aider. Et comment est-ce que les parents aujourd'hui doivent s'y prendre pour désormais veiller à ce que leurs enfants peuvent avoir comme information sur les réseaux sociaux, veiller sur ce que leurs enfants peuvent avoir comme enseignement par la rue et comment est-ce qu'ils font pour prémunir leurs enfants, les protéger justement de toutes toutes ces influences auxquelles ils sont exposés? Moi, je pense d'emblée que il faut éduquer l'enfant sur tout ce qui peut arriver, sur les généralités, sur un monde prédateur et surtout l'amener, lui, à avoir son esprit critique sur ce qu'il voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on lui dit, sur ce qu'il lit. Et lui, que pense-t-il de ça? C'est à ça que je voulais en venir, que je veux en venir quand je dis, quand on regarde une émission télé, une émission, un film et tout, et qu'on voit ce qui s'y passe, il faut amener l'enfant à donner son impression sur ce qu'il a vu, vraiment dans un climat convivial. Parce qu'au-delà de tout, le garçon, il n'est pas aussi vulnérable que la fille. Et qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Tout tourne autour de la mère. La maman dit va voir ton père, le père dit va voir ta mère. Vous voyez comment l'enfant est ballotté, l'enfant est ballotté comme ça. Moi, je crois qu'il faut trouver un espace de dialogue. Quand je dis un espace de dialogue, ce n'est pas que tous les jours à 20h. Non. Ça veut dire que pendant que la maman... Moi, je vais me rappeler une histoire. Je parlais une fois avec ma maman et puis les boucs sont passés. Et nous étions en train dégrainer le maïs. Le bouc est venu et a mangé le maïs. Ma maman ne les a pas chassés parce qu'elle était de culture musulmane. Et les poulets sont venus, elle les a chassés. Et puis je lui dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, ça c'est un animal sacré. Je ne savais pas. À l'époque, j'étais petite. Je devais être en moins 1 ou moins 2. Et après, elle me dit, est-ce que tu sais que quand il fait ça, il avale. Après, il va aller s'asseoir pour manger. On disait que l'animal, il mange, ça va d'abord dans la panse. Il rumine. Voilà. Et après... Et moi, j'ai trouvé ça, c'était des moments pour elle de me dire, écoute, quand tu seras une grande fille, c'est pas bien que tu amènes un homme chez tes parents. Vous voyez? Et ça passait. Je crois que c'est ce que j'appelle les moments qualitatifs. Vous comprenez? Je vois par exemple une jeune fille qui me dit, mais moi je ne comprends pas comment mes copines autour de moi, elles n'ont pas de slip blanc.
elles n'ont que des slips noirs, verts, rouges. Et moi, je ne connais pas les slips de cette couleur-là. C'est une question d'éducation. Tout à fait. Vous voyez, la maman a pris la peine à lui dire, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère me disait qu'avec le blanc, quand tu as les bêtes blanches, on peut facilement les voir. Oui, les détecter, oui. On peut les détecter. On peut, rien qu'en voyant ton fond de slip, savoir si tu es propre, si tu es ceci, si tu es cela. Oui. Et elle a eu toute une éducation, mais ce qui n'est pas faisable aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les parents à être tout simplement proche des enfants. Le déclic viendra. Il ne faut pas penser qu'il y a un âge spécifique pour commencer à parler de... Non. C'est ça. L'enfant, par exemple, va voir ou bien le petit garçon va voir sa soeur passer, il va la taper aux fesses. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est une façon de dire que non, quand on respecte une femme, on ne fait pas ça. Et le dialogue va se nouer. Il faut surtout éviter de s'énerver. Ah, je t'ai dit de ne plus faire ça. Si tu fais encore ça sur ma fille, tu vas me sentir. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je pense qu'il s'agit d'aller progressivement. Le respect de la parole. Dans d'autres tribus, les questions de violence sexuelle varient d'une culture à une autre. Il y a des cultures où le cou, c'est un objet sexuel. Le dos, c'est un objet sexuel. Le ventre, c'est un objet sexuel. Donc, il faut tenir compte de toutes ces spécificités en fonction de nos origines, des valeurs qui sont prônées dans les différentes familles. Et c'est très, très important. Et donc, dans les familles, pour parfois éviter et protéger les enfants, que ce soit du sexe surtout féminin, parce que la protection elle est plus portée vers les filles, on les sépare de chambre, les garçons d'un côté, les filles d'un autre côté, simplement parce qu'on voudrait éviter peut-être qu'il y ait des comportements qui se développent. C'est une bonne pratique, Madame Pauline Tachum. C'est une très très bonne pratique et laissez-moi vous dire, est-ce que ça existe encore? De plus en plus, filles et promiscuité dans les maisons, filles et garçons dorment dans la même chambre avec tous les risques que cela comporte. Vous comprenez? Mais j'ai vu des familles où, justement à cause de ces moyens limités, les filles dorment dans la chambre, les garçons au salon. Ah oui. Quand les garçons vont dans la chambre pour s'échanger, les filles sont dehors et vice-versa. Et on peut même aller jusqu'aux écoles. Très peu d'écoles ont des toilettes séparées. Oui. Les filles et les garçons, il le faut. On ne peut pas aller continuer à utiliser les vestiaires. Vous aurez toujours une méchante fille ou un méchant garçon qui va se cacher, qui peut réussir à se cacher et découvrir la nudité de l'autre et découvrir l'autre parce qu'il s'est caché. Donc il vaut mieux éviter de manière à ce qu'on sache que à gauche c'est les filles, à droite c'est les garçons et parfois même mettre un gardien. Je vous raconte une histoire. J'étais dans un collège de la place que je ne citerai pas et puis il y a un jeune gars qui me disait mes parents me donnent 200 francs par jour et chaque fois qu'ils me donnent 200 francs je donne 50 francs à une fille ou un garçon jusqu'au jour je sais que je t'ai donné 200 et puis tu passes aux toilettes avec moi. Alors pour résoudre ce problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu tout simplement demander qu'on mette les gardiens, qu'on prenne des vigiles, qu'on les mette à l'entrée de chaque toilette. Et ils m'ont dit, tu nous as trahis, tu nous as trahis. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour vous trahir? Ils ne m'ont pas dit, mais je comprenais ce que j'avais fait. Je crois que c'est des choses très, très importantes. Il faut éviter au maximum. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qu'on appelle l'enfant incestueux. Vous comprenez? Un frère qui engrosse sa soeur, un papa qui engrosse. C'est l'enfant incestueux. Parfois de ce partage d'espace. Voilà, de ce partage d'espace. Et puis, on est toujours en train de dire non, tout le monde fait ça. On n'est pas les premiers. Et ça rassure très souvent la fille. Parce que quand vous regardez, dans les pays où il y a des crimes d'honneur, on dit par exemple que les filles doivent aller en mariage vierge. Oui. J'ai lu le témoignage d'une fille comme ça qui a dû fuir son pays arabe pour se retrouver dans un autre pays européen parce que c'est son frère, à cause de cette promiscuité, c'est son frère qui couchait avec elle. Et quand il a fallu se marier, on a constaté qu'elle n'était plus vierge. Et c'est ce même frère qui voulait la brûler pour sauver l'honneur de la famille. Oui. Vous voyez un peu Fallait la pas lésion. qu'elle dévoile le secret. Fallait pas qu'elle dévoile le secret. Et lui, je ne sais pas s'il avait oublié. J'aurais aimé vraiment entrer dans son mindset pour savoir, mais à quoi est-ce qu'il pense? C'est lui l'auteur et c'est encore lui le premier à s'offusquer
j'avais été choquée quand je lisais ce témoignage. Et donc, Madame Pauline Mathim, le temps nous tient par la gorge. Nous allons sortir dans quelques minutes seulement. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour protéger nos enfants contre les agressions sexuelles qui sont de plus en plus courantes dans nos familles? Justement, par rapport à cette question, j'ai dit, il faut éduquer l'enfant déjà sur les parties privées. Oui. Ses seins, ses fesses, son vagin, son pénis, sa langue, sa bouche, ses oreilles. Il faut l'éduquer là-dessus. C'est très important. Et puis l'encourager à dire ce qui se passe. Si quelqu'un te touche ici, il faut dire. Parce que dans la définition des violences basées sur le genre, le viol, ce n'est pas seulement avec un sexe, avec un pénis qu'on ça fait peut se faire par avec des attouchements. Avec le doigt, non, Oui. pas des attouchements, mais les doigts, Oui. un stylo, un fusil, n'importe quel objet qui rentre dans un orifice. Ça peut être le vagin, ça peut être l'anus, ça peut être les narines, tout ça, c'est le viol. Oui. Alors, il faut amener l'enfant à le dire. Il faut amener l'enfant à le dire. Le plus difficile, vraiment, c'est de briser le silence. Quand l'enfant a été victime, essayez. Les enfants lancent beaucoup de signaux qui interpellent. Mais nous ne sommes pas attentifs. Les signaux, Madame Pauline, c'est souvent quoi les signaux qu'un enfant peut nous lancer? Il peut se mettre à faire pour manifester sa détresse. Oui. Ça peut être le Il change de comportement. Il change de comportement. Il ne mange plus. Il ment. Il vole. Il fait pipi au lit. Il s'enferme. Il ne parle plus. Il faut toujours se rapprocher d'un enfant qui a changé sans apparemment une raison. Oui, il faut faire très attention. Il faut observer. Il faut observer. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Il faut observer, que ce soit le garçon ou que ce soit la fille. Pendant longtemps, on a pensé que le garçon était à l'abri. Non, le garçon n'est plus. Du moins, c'est un constat que j'ai fait depuis l'avènement de la COVID-19. Oui. Les petits garçons sont tout autant violés que les petites filles. Violés que les petites filles. Donc, il faut rester en éveil. Tout ce que l'enfant fait, qu'il ne fait pas d'habitude, c'est une interpellation. Allons au-delà du fait. Et lorsque c'est le parent même qui se rend coupable du viol de son propre enfant, l'enfant se plonge chez qui? Et il sollicite qui pour avoir de l'aide? L'enseignant. L'enfant peut solliciter l'enseignant, mais le problème justement, c'est ce manque d'encadrement. Il n'y a pas de lignes vertes, il n'y a pas des endroits auxquels on peut accéder sans se faire voir. Parce que c'est aussi ça qui est important. Ah, j'ai mon problème, je vais aller dire à maman Pauline. Mais maman Pauline, peut-être elle connaît ma mère. Parce que je reçois souvent les enfants à l'écoute. Oh oui. Tu habites quel quartier? J'habite Makepe. Tu passes souvent à la messe? Je dis, ça dépend. Ton église où tu pries, c'est où? Tu travailles où? En dehors de ton bureau, tu es souvent où? Tu connais tel homme, tu connais tel... C'est-à-dire, l'enfant va vous poser tellement de questions pour s'assurer que ce que vous dira restera entre vous. Et c'est très important. Et pour moi, c'est fondamental. Je n'ai pas le droit de dire. Je ne ferai que ce que l'enfant me dira. Surtout que l'enfant, ce que moi je fais au niveau de l'association, c'est un appui psychologique. Tout à fait. J'essaye de le faire. Avoir confiance en lui, surtout que c'est moi qui pose le diagnostic. Oui. Moi qui dis, bon, tu manques de confiance en toi. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. Il dit non, si tu dis, on va me tuer. Mais ça va. Et parfois, il y a le silence complice des parents, des voisins, des voisines. Oui. Il y a le silence complice. Mais je pense que nous gagnerions à mettre en place des structures qui peuvent dénoncer tout en protégeant l'enfant. Vraiment, c'est important, mais on a beaucoup de travail à faire. Pauline Mathim, je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes également spécialiste de la santé de reproduction et présidente de l'association Femmes et Enfants. Oui. Nous sommes parvenus au terme de cette émission de Fina Family. Merci d'être venue.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Le temps a passé très vite, j'ai vraiment pas réalisé. J'espère que... Oui, il y aura d'autres occasions, rassurez-vous, on aura d'autres occasions d'aborder d'autres sujets. Je suis vraiment ouverte à partager ce que je sais avec des gens et surtout à interpeller les gens, d'être beaucoup plus attentifs aux enfants, à leur entourage et tout. C'est comme ça qu'ensemble, nous pourrons vraiment briser ce cycle de la violence. Les portes de ABK Radio vous sont ouvertes parce que nous sommes la fréquence utile et agréable. Merci chers auditeurs d'avoir été encore nombreux à l'écoute de cette autre édition de Fina Family. William Tcholak a assuré la mise en onde de ce programme, Sidonie Fikak derrière ce micro de présentation. Merci à tous et à très bientôt pour une autre édition de Fina Family.